Et donc, c'est ça, on en est rendu à l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez, évidemment, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Peut-être signaler au départ que Mme Allary n'est pas là ce soir. Obligation familiale, donc elle ne peut pas être là. Elle s'en excuse. Donc, on est rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Martin. Jacques Bédard. Est-ce qu'il y a des éléments ajoutés? Non, ça va. Résolution et règlement non approuvés par le maire à la suite de la séance précédente, le cas échéant. Il n'y en a aucun. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2014. Est-ce que ce procès-verbal-là est conforme? Oui, Mme Tousignan? Bonjour, Monsieur le maire. Est-ce que vous m'entendez? À la demande de Monsieur Guévremont, il y aurait une modification apportée à la période d'intervention des membres du Conseil. OK. Alors, sous Monsieur Guévremont, on va ajouter, je vais vous lire, explication sur le raisonnement derrière le risque d'adopter une résolution sur un sujet proposé par un membre du Conseil en séance tenante sans que celui-ci ait été discuté au préalable. Donc, je vais ajouter ça dans la... Si vous le permettez, okay. À la période d'intervention des membres du Conseil. OK. Ça va. Est-ce que d'autres commentaires ou ça va? On est prêt à procéder à l'adoption? Qui propose? Martin. Qui appuie? Isabelle Bérubé. Nous en sommes donc à la première période de questions des citoyens. J'inviterai M. Robert Lapointe. Sujet information. Alors, j'ai décidé de m'exprimer, vu que vous privilégiez l'information, que les citoyens participent. Je me fais une tâche de participer à chaque séance. Alors, vous allez me voir à chaque séance. C'est bien. Mais par contre, je ne serai pas trop long. Surtout qu'il fait beau, là. Je suis bien conscient. Et prenez les mots que j'utilise, parce que si je m'exprimerais aussi bien que vous, je serais probablement assis dans votre fauteuil. Alors, si mes mots dépassent ma pensée très légèrement, pas beaucoup, là, prenez-les pas trop à point, comme on dit. Prenez-les juste correct. J'ai intitulé ça « Information » parce que je suis quelqu'un de curieux. Vous m'avez intéressé au domaine municipal, là, un peu plus qu'avant. Je pense que c'est depuis 30 ans, là, c'est la 3e fois que je viens à une séance, la semaine dernière, puis une autre de très longtemps. Alors, je vais en venir au point. J'ai fait un exercice récemment, après la dernière séance d'information, puis je ne veux pas partir aucun débat là, sur... mais je voulais savoir où était... Ça partait de quelques questions faciles que je voulais obtenir, sans déranger nécessairement le maire et tout le monde. Là. Je sais que M. Bédard, j'ai réussi à bien communiquer avec quand j'ai besoin d'informations, mais je ne peux pas vous appeler tout le temps là, parce que je suis quelqu'un de très curieux. Puis, dans mes commentaires, puis le seul commentaire que je vais faire par rapport à ce qui ne s'applique pas uniquement ce soir, c'est que je peux paraître comme quelqu'un qui est âgé puis qui ne sait pas c'est quoi un ordinateur, mais c'est tout le contraire. Je suis un expert. J'étais un has-been, comme on dit. OK. Bon, au point. Information. L'exercice que j'ai fait, c'est que je me suis dit, à qui je demande ça? Où est Maple Armor? Là, je ne partais pas en peur avec ça. Je sais que ça peut soulever des sujets, mais c'était où le lot? Était le lot? Maple Armor sur le plan de la ville. Parce qu'on avait dit à la dernière séance que c'était une goutte d'eau dans la mer comme terrain, tu sais, parce qu'il y avait 10 millions de pieds carrés à vendre là, ou à exploiter. Puis, il y avait 300 000 pieds carrés qui étaient dans le deal, si on peut m'exprimer de cette façon-là. Alors, j'ai décidé d'en savoir plus. Et c'est là que quand on se rend... Puis là, encore aucun reproche là, à l'hôtel de ville. C'est pas dans cette optique-là que je dis ça, mais c'est pas simple pour un citoyen d'obtenir des questions faciles quand on se rend, que ce soit à l'hôtel de ville, puis on peut pas déranger tout le temps Mme Hamelin pour tout savoir sur tout. Alors, je me suis présenté au poste de réception. Puis des fois, je me présente... le peu de fois que j'ai eu à me présenter, c'est au permis. J'ai 2 places, permis ou réception. Puis c'est toujours la mauvaise place que je vois. Ou c'est ce qu'on me dit. Puis c'est pas toujours évident. Alors, je me suis présenté au poste de réception, du monde gentil. J'ai dit, j'aimerais avoir plus d'informations sur le lot, puis quelques questions. Puis là, la personne indiquée était la greffière, évidemment. Puis la greffière, je ne l'ai pas vue.
parce que j'ai été traité par le personnel de réception. Puis ma question aurait pu devenir plus complexe, mais je ne voulais pas que ce soit plus complexe. Alors, la greffière a jugé, comme réponse que j'ai eue, c'est un sujet technique, donc il faut aller au plan technique. Alors, savoir où est Maple Armor, c'est le pied carré, c'est très technique, mais en tout cas, j'en ai déjà vu des plus techniques. Alors, je me suis rendu au permis, puis dans le permis, j'ai eu un employé qui est probablement un employé d'été, mais en tout cas très efficace. Il a fait ce que j'aurais dû faire, il a été dans le journal pour savoir où était Maple Armor. Dans le journal, un des journaux de Saint-Bruno, là. Fait que là, il dit Angle, là, Jules Deschaines, là, et Clairvue. C'est ce que je me doutais, en avant de Boiron, à côté de CCL. C'est la question que je voulais vous poser, parce que j'ai eu une réponse quasi certaine. Alors, est-ce que c'est... Ma première question, là, qui suit ma démarche d'information, qui est bien niaiseuse, c'est où est Maple Armor? Moi, je crois que c'est le terrain qui est sur... directement, qui borde Clairvue et la Nouvelle Rue. Est-ce que c'est bien ça? Monsieur Bédard, si vous voulez répondre. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a tout un document. Ça m'étonne qu'on ne voulait pas montrer parce qu'effectivement, il y a des plans où on situe exactement le terrain. La bâtisse, c'est 40 000 pieds carrés sur un terrain de 300 000 pieds carrés. Effectivement, c'est près de Boiron, c'est dans ce secteur-là. Et ce soir, d'ailleurs, on arrive avec un autre dossier là, qui est un terrain qui est adjacent à celui-là. J'aurais aimé ça avoir une petite salle, dire montrez-moi le plan, puis je suis capable de le regarder. Si j'ai des questions, je vous reviendrai. Je suis capable de lire un plan, je vais dans Infolo. Je suis capable de trouver un lot. Je vais me faire un plaisir de vous trouver un document qui est assez explicite, puis je vais vous l'envoyer par courrier. Mais ce soir, je ne voulais pas de réponse. Je l'ai identifié qu'un simple citoyen qui pose des questions simples, c'est quasiment... C'est une tâche. Puis je comprends que ça soit un directeur des travaux publics, que ça soit n'importe quelle personne qui est en poste, voir un citoyen 2 fois par année, il y en a 20 000, ça fait une grosse tâche, là. Mais ce que je veux, moi, c'est d'accès aux documents. Puis là, on me dit à la réception, bien, accès à l'information. Là, j'ai perdu panique, là. C'est quoi la méthode? Allez-vous m'indiquer la méthode pour accéder à l'information? Je ne l'ai jamais fait. J'ai aucune idée comment j'accéderai officiellement à l'information, quel formulaire que je prendrais. Alors, je voulais avoir... Finalement, là, le jeune à l'hôtel de ville me dit, c'est probablement là, suite à ce que je vois. Il a trouvé le numéro de l'eau, me l'a donné. J'étais à moi d'aller voir Infolo, mais la transaction n'était peut-être pas encore rentrée dans le registre foncier, puis j'aurais vu le numéro de l'eau, mais je n'aurais pas vu Maple Armor, c'est que ça ne m'aurait pas donné ma réponse encore. C'est pour ça que jusqu'à ce soir, j'avais une quasi-réponse. Quand on a présenté ce dossier-là, le 12 mai dernier, on a effectivement présenté un document visuel où on donnait ces informations-là, oui. Donc le numéro de l'eau. Et normalement, c'est une information qu'à partir du moment où on la présente, elle est publique. Donc ça ne devrait pas être compliqué. C'est tout à nous à regarder comment tout ça fonctionne et à faire en sorte de faire les ajustements requis parce que normalement, c'est une information qui devrait être facilement accessible. Mais donc, je pense qu'on devrait avoir un endroit où parce qu'on a déjà eu ça à Saint-Bruno au permis technique, qu'on pouvait s'asseoir dans un petit coin là, en rentrant. Là. On pouvait faire de la consultation. Ceux qui n'avaient pas d'ordinateur pouvaient faire de la consultation. Alors là, c'est consulter les documents. Alors, je ne veux pas monopoliser l'urbanisme pour poser des petites questions simples. Quand les questions seraient compliquées, peut-être, mais quand les questions sont simples, on devrait dire, bien, le plan est là. En fait, une personne qui m'a montré le plan, c'est l'inspectrice là, qui était là. Là, on a regardé le plan sur les murs, puis on a trouvé. Mais finalement, là, j'ai compris qu'il y avait 2 terrains, un qui est en option, puis un qui était acheté. Oui. Puis là, je suis curieux. Dans tous les dossiers, moi, je veux en savoir plus long. Puis, je vais être capable de me faire une idée au bout de la ligne de chacun des dossiers, que ça soit Carignan, qui est des beaux dossiers intéressants pour tout le monde, et que ça soit Maple Armor, que ça soit des choses bien terre à terre, je vais vouloir comprendre. Puis sans vouloir déranger personne, j'aimerais avoir accès à l'information, qu'on ne me dise pas accès à l'information ou va voir les permis techniques, parce que vraiment, là, j'aurais voulu voir le document. Mais je vais essayer de minimiser mes interventions à l'hôtel de ville, parce que je ne peux pas me rendre là tous les jours poser des questions. Là, je vais faire déborder tout le monde. D'où l'intérêt de rendre ça accessible à travers Web ou Internet. Bien, j'ai vu le plan site Web, là. J'ai vu le canal, là, une photo d'un futur canal de Venise, là. Venise en Québec, là, si je peux le qualifier de même. Là, j'ai été surpris, j'ai appris beaucoup de choses là, en regardant ça. Mais j'aimerais ça être capable, quand les questions seront un petit peu plus détaillées, j'aimerais avoir accès pas seulement aux réceptionnistes, pas seulement au personnel de première ligne. Quand je serai plus avancé, qu'on ne me dise pas « j'ai pas le temps » ou « tes questions sont trop compliquées »,
puis je n'arriverai pas avec 3 millions de questions, je le promets. Alors, c'est mon vœu, là. C'est que je suis une personne très technique. Je vais dans un exemple, Infolo, registraire, pour moi, là, je ne demanderai pas à personne des greffes de m'indiquer comment faire. Je sais comment faire la plupart des choses. Mais accéder aux documents, j'en ai une partie. C'est probablement le document que vous référez, que j'ai vu dans l'Internet. Mais c'était pas clair. Là. Juste la localisation de Maple Armor, là, c'était pas évident que c'était sur ce coin-là comme tel. Le numéro de l'eau, je ne l'ai pas vu dans le document d'urbanisation. Alors, je vous ai dit que j'étais pour être court. Je vais me limiter dans mon 10 minutes. Et on va faire en sorte d'exaucer votre vœu. On est ouvert à, effectivement, à 8-9 minutes, mais l'amélioration à cet égard-là. Je reviendrai sur un autre sujet le mois prochain. Parfait. Merci, M. Lapointe. J'inviterai M. Rémi Tremblay, Alerte Pétrole Rive-Sud. Monsieur le maire, conseiller, conseillère, bonsoir. Bonsoir. Je suis Rémi Tremblay, je suis du mouvement citoyen Alerte Pétrole Rive-Sud. Depuis 2008, le transport de pétrole par train a été multiplié par 40 en Amérique du Nord, une situation qui pose des risques environnementaux importants pour nos milieux de vie. Avec l'aide de l'Union des municipalités du Québec ou autrement, pouvez-vous redoubler d'efforts auprès des autorités compétentes, notamment Transport Canada, afin d'obtenir une réglementation adéquate concernant la sécurité reliée au transport ferroviaire du pétrole et d'autres produits dangereux? Alerte Pétrole Rive-Sud a 5 demandes, dont 4 sont basées sur les exigences de Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic. La première, c'est un contrôle serré de l'état des voies ferrées. J'aimerais juste vous mentionner un exemple. En 2004, chez Transport Canada, il y avait 35 inspecteurs. En 2014, ils sont le même nombre. En 2009, chaque inspecteur inspectait 14 chargements. Présentement, ils en inspectent 9000 chacun. La deuxième, c'est l'utilisation par les compagnies ferroviaires de wagons sécuritaires. Pas de DOT 111, bien entendu. Un contrôle serré de la vitesse des trains et l'obligation de révéler le type de produit transporté par les compagnies ferroviaires. L'Alerte Pétrole Rive-Sud en ajoute une 5e, c'est le contrôle de la fréquence des convois. La firme Suncor désire faire transiter du pétrole brut par train sur la Rive-Sud dès le mois de juin. C'est déjà commencé. Nous sommes très inquiets. En conséquence, nous vous demandons d'exiger un moratoire tant et aussi longtemps que les 5 conditions ne seront pas remplies. Merci beaucoup. Bon, en réponse à vos questions, puis évidemment à vos commentaires, je pense que, vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que l'UMQ a déjà mis sur pied une commission élargie. Il y a eu une rencontre au mois d'avril à Sainte-Julie, auquel assistait Mme Roy. Et effectivement, des représentations ont été faites. La semaine passée, il y a eu une rencontre à Sorel. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister pour une question de conflit d'horaire. Mais on est très, très, très sensible à cette problématique-là, d'autant plus que cet accroissement de trafic-là ferroviaire va passer dans notre cours. Si on peut dire, Saint-Bruno est très impacté par rapport à ces wagons-là. Et on a une grande inquiétude, bien sûr, sur ce qui transite sur notre territoire, sur la sécurité des voies ferroviaires et aussi, évidemment, la qualité des équipements là, qui transportent ce pétrole-là. Il y a aussi d'autres produits, il ne faut pas se le cacher. Il n'y a pas juste du pétrole, il y a de l'arsenic, du chlore, etc., etc., etc. Donc, cette semaine, nous, à la table des maires, il y a une rencontre à la table des maires cette semaine, jeudi. Donc, c'est un sujet qu'on va amener parce que j'aimerais que l'agglomération comme telle, l'ensemble des 5 villes liées, on puisse prendre position ferme à cet égard-là et de faire en sorte que dans ce dossier-là, bon, on soit très vigilant. Donc, agir plutôt que réagir. Je pense qu'on l'a vu à Mégantic, c'est malheureux, ça fait presque 1 an maintenant. Et je pense que ce genre de catastrophe-là, il n'y a plus personne qui veut la vivre. Donc, on doit se prémunir contre ce genre d'accident-là et on va tout faire pour avoir les garanties, en tout cas, nous permettant d'espérer que ce qui doit être fait est fait
et que la plus grande vigilance est de mise. Fait que, on vous suit dans ce dossier-là. Il n'y a aucune crainte. J'avais Madame Marie Dumont. Alerte Durand. Ah ben là. Marie Durand. Madame, alerte Rive-Sud aussi. Alerte Pétrole Rive-Sud. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, je viens vous parler, juste ma petite intro. Le gouvernement canadien actuel favorise l'expansion à tout prix du pétrole des sables bitumineux, c'est un secret pour personne, de l'Alberta, malgré la quantité faramineuse de gaz à effet de serre qu'elle produit. Ce qui est bien davantage que le pétrole conventionnel qu'on consomme. Or, doubler sa production d'ici 2020 et la tripler d'ici 2030, ça veut dire que cette industrie-là a besoin à tout prix de pipelines. Alors, pour aller vers le Pacifique, les États-Unis et l'Atlantique. Notons que le prix à la pompe ne diminuera pas pour autant, parce que le pétrole de l'Ouest vise à aller chercher un prix international supérieur au prix nord-américain. Alors, associé à cette expansion-là, la ligne Montréal-Portland traverse, entre autres, c'est un pipeline qui traverse le fleuve Saint-Laurent, le parc des îles de Boucherville, Sainte-Julie, Saint-Bruno aussi, puis dans la partie nord du parc, et Saint-Basile-le-Grand. Le pipeline, en passant, aurait à peu près 50 ans et sa vie utile, normalement, serait de 40 ans. Alors déjà, on pourrait considérer qu'il est dangereux, en tout cas, tant qu'à moi. Il pourrait y avoir des déversements subtils qui ne sont pas identifiés, mais qui, quand on les accumule, peuvent faire de la contamination. Mais je vais fermer la parenthèse parce que je vais m'en tenir au pétrole sale de l'Ouest. Alors, si on transporte ce pétrole-là, il est plus visqueux, on doit le diluer plus, on doit le chauffer, surtout si, là, on veut agir avant de réagir, parce que c'est pas encore fait, l'inversion, tout ça. Et si on fait l'inversion, bien, on met à risque les soudures, on met à risque bien des choses. Alors, ça ressemble à des catastrophes qui vont se produire. On ne sait pas trop où, mais on ne sait pas trop quand, mais ça va arriver. C'est arrivé dans le passé. Et si vous visitez le site web de la compagnie, PLML, vous allez voir, ils ont fait des scénarios d'urgence parce qu'ils parlent de la possibilité d'incendie, d'explosion. On ne sait pas nécessairement qu'un pipeline, ça peut exploser, mais c'est arrivé. Ils ont parlé aussi en cas d'attentat à la bombe ou de catastrophe naturelle, on peut penser à des tremblements de terre. Alors, lors de déversement, évidemment que la qualité de l'eau potable dans certaines régions peut être affectée, puis c'est inacceptable. Alors, il y a une campagne qui s'appelle la campagne « Coule pas chez nous ». Je vous montre le feuillet ici. On en a des copies s'il y en a qui en veulent. Et cette campagne-là, elle vise à s'opposer aux oléoducs ou pipelines. Alors, pour le transport du pétrole sale de l'Ouest. Pipeline ne veut pas dire moins de trains, parce que je sais bien qu'à Saint-Bruno, les trains, ils en passent. Mais ils sont pressés, eux, là, ils vont multiplier les wagons-citernes. Ça va traverser nos communautés avec ce pétrole-là et celui qu'on a déjà. Et le transport par pipeline, il ne sera pas plus sécuritaire. Comme ce n'est pas suffisant par train, on va en faire transporter par pipeline. Ils vont demander l'inversion. C'est déjà projeté. Il y a déjà des citoyens qui sont défendus sur le trajet, on va dire. Alors, les déversements, si vous allez voir aussi sur le site de Coule pas chez nous, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'accidents et de déversements. Ils vont les montrer par année. Juste pour vous dire, dans les pipelines, il y a eu en 2013 118 incidents, puis il y a eu 11 accidents. Ça, ça provient des rapports annuels du Bureau de la sécurité des transports du Canada. C'est rédigé selon les données qui ont été transmises, mais celles qui n'ont pas été transmises, ils n'apparaissent pas là-dedans. Alors, nous, on veut inviter les citoyens à embarquer dans la campagne « Coule pas chez nous ». Moi, je peux vous dire que j'ai un pipeline qui n'est pas très, très loin de chez nous. J'habite Boucherville. J'ai déménagé à Boucherville il y a 10 ans parce qu'il y avait une belle rivière et qu'il y a eu beaucoup de travail dessus, la rivière au Pin. C'est une frayère importante pour le fleuve. C'est pas la seule rivière qui est importante. Le fleuve est
très important aussi. Mais en tout cas, je vois venir que ça n'a pas d'allure et puis qu'il faut faire quelque chose avant que ça se produise. Alors, on invite les citoyens et citoyennes à se joindre à cette campagne-là qui s'oppose à l'expansion de l'industrie des sables bitumineux. Et puis aussi, on a des affiches, on a une couple d'affiches en arrière s'il y en a qui veulent en mettre à côté de leur maison. Et ma question est, lors du dernier conseil municipal, il a été demandé à la ville de Saint-Bruno, de Montarville, d'appuyer la campagne « Coule pas chez nous ». J'aimerais donc savoir ce que la ville a décidé, qu'est-ce qui se passe avec ça. Je vais vous faire la même réponse que j'ai Merci. fait à monsieur, c'est-à-dire qu'on va l'amener à la table des maires cette semaine. Je pense que on fait partie de l'agglomération de Longueuil et puis je pense que ça doit être une vision partagée et commune. Puis je vais me répéter, c'est sûr qu'on est très sensible. Vous avez raison, le pipeline, c'est un vieux pipeline. La pression qu'on va exercer pour faire couler ce pétrole-là va être beaucoup plus élevée. On va utiliser aussi des produits chimiques qui risquent d'être corrosifs aussi. Donc, c'est tous ces éléments-là, actuellement, on n'a pas de réponse. Et puis, c'est sûr que c'est très inquiétant. La semaine passée, on mentionnait aussi dans les journaux que l'impact au niveau des emplois va être minime parce que c'est juste la construction, oui. Éventuellement, là, ou encore la bonification du réseau comme tel. Mais pour ce qui est par la suite du transport, un coup que ça va être dans le pipeline, il n'y a pas beaucoup des équipes d'entretien. Donc, l'impact financier ou économique pour le Québec est quand même relativement réduit. Il faut aussi mettre dans la balance les risques, puis il faut regarder ça. Fait que la prochaine étape, c'est de regarder au niveau de la table des maires et donc d'en discuter ensemble. Et je sais qu'il y a une prochaine réunion au début du mois de juillet. On va faire en sorte que au niveau de l'agglomération, qu'il y ait une position qui soit prise et que chacune des villes, évidemment, prennent aussi la même position dans leur conseil municipal respectif. Fait que ça, je vous dirais, prochain rendez-vous, juillet. Parfait, merci. Merci, madame. Bonne fin de journée. J'inviterai M. André Lafrance. C'est bien ça, là. Je ne me suis pas trompé, là. Alerte pétrole Rive-Sud. Oui. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs, conseillères, conseillers. Bonjour, monsieur le maire. Les villes et les communautés locales, les villes dont la ville de Saint-Bruno, font des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les communautés locales sont les premières à subir et à payer pour les conséquences des bouleversements climatiques, dont les événements climatiques extrêmes plus forts et plus fréquents, canicules, tempêtes, inondations. Au niveau local, on écope aussi des risques et des dégâts environnementaux reliés au transport de quantités de plus en plus importantes de pétrole par train, pipeline et ou bateau. Au Canada, un projet industriel insensé, l'un des plus grands sur la planète, fera rater de 20% la maigre cible canadienne de réduction de gaz à effet de serre d'ici 2020. Tel que promis à la communauté internationale, l'industrie des sables bitumineux de l'Alberta est la source de gaz à effet de serre qui a la plus forte croissance au pays. Contre toute logique du bien commun, le gouvernement fédéral encourage au maximum cette industrie qui veut doubler sa production d'ici 2020 et la tripler d'ici 2035. On va comprendre par cette contradiction, d'un côté, les villes, les communautés qui font des efforts pour lutter contre les gaz à effet de serre, puis de l'autre côté, on produit de façon incroyable des gaz à effet de serre. Alors, évidemment, on arrive aujourd'hui avec un rapport qui est tombé publiquement, qui s'appelle, une organisation qui s'appelle le GIEC, le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui nous a dit le 13 avril, qui a donné son rapport, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on a 15 ans pour faire les changements importants, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour amener la diminution des gaz à effet de serre. 2000 experts, 40 pays ont à nouveau sonné l'alarme. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie avertit qu'il faut laisser les 2/3 des réserves mondiales d'hydrocarbures connues dans le sol pour éviter l'emballement climatique. Alors, encore une fois, les villes qui font des efforts pour diminuer les gaz à effet de serre, puis en même temps, ici, dans notre Canada, faut le dire, on a un gouvernement qui appuie, qui pousse pour le développement de ce pétrole le plus polluant
au monde. Alors, voici la question. La ville de Saint-Bruno serait-elle prête à s'associer à d'autres municipalités dans une coalition à l'intérieur ou à l'extérieur des instances habituelles pour inciter les gouvernements, tant au niveau provincial que fédéral, à appliquer les recommandations du dernier rapport du GIEC, mieux financer la recherche et mettre en place des règles et des signaux de prix qui encouragent les bonnes pratiques et dissuadent les mauvaises en termes d'émissions de gaz à effet de serre. En second lieu, pour inciter le fédéral à agir positivement dans les négociations internationales pour favoriser l'adoption d'ententes contraignantes de réduction de gaz à effet de serre. On voit qu'on est pris, pour terminer, au fond, c'est la question qui est posée, est-ce que la ville de Saint-Bruno serait prête à se coaliser avec d'autres villes, d'autres municipalités pour faire pression au niveau du gouvernement provincial et fédéral, parce qu'on est pris dans un carcan qui n'a aucun sens. Voilà la question. Je vais vous faire la même réponse. Effectivement, je pense que c'est une question et une réponse qui mérite plus qu'une intervention municipale. Je pense qu'on doit le voir un peu plus gros. Donc, au niveau de l'agglomération, c'est une première étape. Et puis par la suite, déjà, l'UMQ est sensibilisé. Je pense qu'on doit travailler dans ce sens-là. Et je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que le dernier rapport du GIEC nous amène à constater qu'on est près d'un non-retour et qu'on est dans une situation où le climat pourrait s'emballer. Et puis, faut faire attention. Chacune de nos municipalités, on va faire des efforts, mais ces efforts-là restent bien modestes. S'il y a un échelon plus macro, on n'est pas conscient des risques. Je sais que M. Obama, le président des États-Unis, a décidé, lui, de transformer ses usines au charbon par du gaz et du pétrole, mais c'est pas nécessairement une décision très, très bonne parce que ça va du pétrole et du gaz de schiste, fait que c'est pas nécessairement non plus, je pense, une option qui est viable à très long terme. En tout cas, je pense qu'il y a une rencontre prochainement. Je pense que la prochaine rencontre des premiers ministres des pays je pense, c'est à Paris. Et il y a donc une échéance aussi. C'est important. Je pense que le Québec doit à ce moment-là, puis on a d'ailleurs le changement de nom du ministère maintenant. Réchauffement climatique, on a ajouté aux particules qui précédaient, on a enlevé de coupe, on a ajouté celle-là. Là. Et je pense que c'est important que le gouvernement actuel donne des couleurs précises par rapport à ce ministère-là et que l'on intervienne au niveau canadien de telle façon que la position du Canada à Paris à la fin de l'automne prochain soit une position qui soit partagée par l'ensemble. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais quand même, je pense qu'on peut intervenir à ce niveau-là. Donc, ça suppose que les municipalités, chacune de leur côté, on conscientise notre gouvernement et puis qu'éventuellement, on puisse marcher du même pas en direction, j'espère, d'une bonne solution pour le futur. Merci. En tout cas, c'est sûr et certain que les citoyens, la première instance pour nous autres, c'est les villes. Et puis, c'est dans nos villes qu'on vit. Puis, ça, c'est concret. Là. Puis, les effets désastreux. C'est ici qu'on les voit, en premier. Et puis, si jamais, vous dites, pour terminer, là, je termine, là, mais si jamais à l'agglomération, il n'y a pas une majorité sur les recommandations, est-ce qu'à ce moment-là, les villes vont prendre une position individuelle? Je peux vous dire que ça m'étonnerait. En tout cas, on va faire des représentations jeudi. Là, en tout cas, parce que tout le monde a été conscientisé. Vous êtes intervenu à la dernière réunion de l'agglo. Nous, on l'amène de façon spécifique. C'est des sujets qu'on amène et on va en discuter à fond. Si on ne peut pas, si on n'a pas la possibilité de le faire jeudi prochain parce qu'on a une séance de l'agglo tout de suite après, on va prendre le temps de le faire dans les semaines qui viennent, de telle façon qu'à la réunion du mois de juillet, que l'agglo puisse prendre position, en tout cas, on l'espère, dans la direction que vous souhaitez par rapport aux 3 dossiers que vous avez soulevés. Parce que vous savez, en tout cas, que les Québécois, en majorité, un dernier sondage qui a eu lieu avec l'entreprise Léger Marketing, dit une chose très claire. Les Québécois sont très sensibles à ces questions de gaz à effet de serre, de pétrole de sable bitumineux et tout le reste, là. Alors ça, c'est sûr que les citoyens sont de cet avis-là. Merci. Bien, merci bien. Bonne fin de soirée. J'inviterai M. Richard Denis. Je n'ai pas de sujet, là, mais... c'est un mystère. Une surprise. Bonsoir tout le monde. Je suis ici à titre de propriétaire d'un centre commercial ici à Saint-Bruno, centre-ville. Et la raison
que je suis ici ce soir, c'est pour vous signaler un problème que j'ai avec l'égout pluvial qui est situé derrière notre édifice. Pour vous faire une histoire courte, c'est qu'en 1996, la ville de Saint-Bruno a entrepris le réaménagement de la rue Montarville. Et nous avons participé avec la ville dans ce temps-là pour réaménager notre terrain, pour permettre qu'il y ait une nouvelle entrée à l'école Rabassalière, qui est adjacent de notre terrain, finalement, qui est situé entre la pizzeria Saint-Bruno et notre édifice. Et pendant les travaux, quelques mois plus tard, on a constaté qu'il y avait un problème d'égout pluvial. L'eau ne circulait plus du derrière des bâtisses pour retrouver la rue Montarville devant. Parce que dans le temps, c'était fait comme ça. L'eau était évacuée le long des stationnements jusque devant les bâtisses. En 2004, on a réglé avec la ville, avec une entente qui est écrite, que finalement la ville entreprenait des travaux sur notre terrain privé pour refaire un égout pluvial. Tout a fonctionné à merveille, tout allait bien jusqu'à l'année passée, je crois. Nous, comme propriétaires, on avait la responsabilité de prendre charge du nettoyage et la responsabilité des égouts sur notre terrain. Qu'on a tout le temps fait régulièrement, tous les 2 ans, un entretien préventif qu'on appelle, fait par une grosse compagnie, National Vacuum, la même compagnie que la ville de Saint-Bruno fait affaire pour leur rue. Mais cette année, ou l'année passée, on a constaté qu'on avait un problème. Les égouts ne fonctionnaient plus comme qu'ils devraient être. Et finalement, on a fait évaluer la situation par la compagnie et on a réalisé qu'on avait un problème non sur notre terrain à nous, mais sur un terrain qui appartenait, qu'on croyait, qui appartenait à la ville. Comme vous savez déjà, on a réalisé que finalement, en 2004, la ville de Saint-Bruno a entrepris des travaux sur mon terrain, mais ils ont omis de nous dire qu'ils sont branchés sur un réseau qui ne leur appartenait pas. Et aujourd'hui, vous savez le problème que je vis, c'est que à chaque petit orage, moindrement, il y a des accumulations d'eau qui peuvent nous causer des sérieux dommages. Et la raison pourquoi je suis ici, c'est de vous poser la question. Je sais que vous n'allez pas pouvoir me répondre aujourd'hui, mais j'espère que M. Bédard, avec des recherches, avec la volonté, on va pouvoir finalement réaliser à trouver la solution à notre problème. En 2004, vous n'étiez pas là, M. Bédard, mais comment que la ville peut avoir une entente avec des citoyens ou un commerçant comme moi à faire des travaux sur un terrain privé, que d'ailleurs la ville fait rarement, puis entreprendre des travaux et se brancher sur un réseau aqueduc ou pluvial qui leur appartenait pas. Comment qu'en 2004 ou même en 2012, 2013, 2014, que telle pratique peut exister? Bien, je peux pas... en fait, vous posez la question, mais comme vous dites, on n'a pas de réponse. Pourquoi ça s'est fait en 2004? J'ai aucune idée. On est cependant très, très conscient du problème et ça fait partie d'une de nos priorités d'intervention parce que, oui, on est dans une situation un petit peu bizarre, un peu en porte-à-faux. Mais pourquoi ça s'est passé en 2004? Là, il faudrait que je fouille dans les archives, il faudrait que je cherche qui a pris cette décision-là et sur quelle base. Mais j'ai aucune idée aujourd'hui. Mais oui, on est conscient. Puis votre question est bien reçue. On va s'assurer que dans les jours qui viennent, qu'on puisse éventuellement vous rencontrer, puis regarder avec vous là, comment on peut faire en sorte que ce problème-là, à tout le moins, si on ne peut pas le résoudre de façon définitive, là, oui. Parce que vous savez, ça peut être des travaux considérables. Moi, je ne suis pas un spécialiste des réseaux d'aqueducs et d'égouts, mais on va essayer de faire en sorte d'obvier, en tout cas, à la situation actuelle. Et bon, ben, la solution, elle se trouve plus dans le moyen terme, c'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de régler une fois pour toutes et de se brancher de façon, entre guillemets, légale sur notre propre réseau. Si voilà. Vous me permettez, j'ai reçu dans le passé une lettre de Mme Tousignan qui confirmait le refus de la ville de Saint-Bruno, constatant que le contrat signé dégageait la ville de toutes les responsabilités concernant les travaux effectués sur notre terrain. Pardonnez-moi. On ne met pas en question les travaux que la ville a faits sur notre terrain. C'est pas les travaux qui sont mal faits.
c'est que la Ville a omis de nous signaler qu'elle n'était pas branchée sur leur réseau pluvial. La question est simple. Si tous les commerçants sur la rue Montarville, ou tous les propriétaires d'ailleurs, sont branchés sur les réseaux pluvial de la Ville, j'ai de la misère à comprendre pourquoi en 2004 ou même en 2014, la Ville pourrait pas, aujourd'hui, prendre la décision de me raccorder sur le réseau de la Ville, tout simplement. Aujourd'hui, je vous dis, on a une prochaine réunion du conseil municipal, je pense que c'est le 7 ou le 8 juillet. Entre aujourd'hui et cette prochaine réunion-là, on va avoir été vous rencontrer et on va regarder effectivement les différentes avenues. Puis si on n'a pas répondu de façon satisfaisante à vos interrogations, vous reviendrez nous voir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Là. Merci. J'invitais Mme Carole Vigneault pour un piano. Vous avez un piano avant? J'aimerais ça que vous en achetiez un. Ben oui, mais si je savais jouer du piano, j'aurais bien aimé ça, mais malheureusement, je ne suis pas un pianiste. Je vous écoute, Mme Vigneault. Mon nom, c'est Carole Vigneault. Je suis citoyenne de Saint-Bruno depuis 20 ans. Et je suis la présidente de la fondation de l'école secondaire du Mont-Bruno. Et c'est à cause de ça que je viens vous voir pour un piano, parce que au printemps, on a loué la salle Marcel Duluth pour tenir un concert bénéfice. Et j'ai appris par la même occasion il y avait un piano dans toutes les salles de Saint-Bruno qui était disponible et c'était à la salle Marcel Duluth. Okay. Par contre, le piano en question, il fait pitié. Fait que ça fait que c'est pour ça que c'est ce qui m'amène, c'est que ce piano-là, on l'a fait accorder et notre accordeur se demandait si c'était accordable, ce piano-là, mais on l'a fait, on a eu notre conseil et c'est quand même, ça s'est fait, mais je vous pose la question, est-ce que Saint-Bruno n'a pas la possibilité d'avoir un piano dans au moins une salle, une belle salle, qui est la salle Marcel Duluth, qu'on apprécie beaucoup et qu'on aimerait pouvoir utiliser comme citoyens de Saint-Bruno, que ce ne soit pas juste des gens de l'extérieur qui viennent utiliser notre centre culturel, mais qu'on puisse aussi tenir des événements à Saint-Bruno pour les citoyens de Saint-Bruno. Et qu'on ait un instrument de musique. Je pense qu'au niveau culturel, on ne dépense pas énormément à Saint-Bruno. Si on compare à ce qu'on a investi au niveau sportif, avec nos terrains de soccer, que j'apprécie aussi beaucoup, mais je pense qu'on pourrait peut-être accorder un peu au niveau culturel. Puis je pense que ce serait un bon achat que d'avoir un piano digne de ce nom pour un centre comme une salle comme la salle Marcel. Deux réponses rapides. La première, c'est nous, puis je le vois comme parler de culture, c'est sûr qu'on s'en va vers, en tout cas, on va travailler sur l'élaboration d'une politique culturelle. Donc, on va donner à Saint-Bruno une politique culturelle. Vous avez raison, il y a un large éventail au niveau de tout ce qui se fait en termes de culture. Et pour le piano, on reçoit favorablement votre demande et on va regarder à l'interne qu'est-ce qu'on peut faire là, pour l'an prochain. Ou cette année, c'est un petit peu compliqué, mais pour l'an prochain, on va voir si on ne peut pas l'inscrire au budget pour voir si, d'abord, vérifier, vous nous dites que le piano est dans un piteux état. Moi, c'est surtout pas moi qui va aller valider tout ça, mais si le piano est dans un état où il pose problème, je pense que c'est à nous à en prendre acte et à poser les gestes en conséquence. Mais si vous permettez, je vais inviter M. Georges Bolt à venir vous parler au niveau technique un peu du piano, parce que lui, il connaît bien, parce qu'il va l'accorder souvent. OK. Et si vous voulez plus vous adresser aux membres du conseil. Bon, alors, comme Mme Vigneault vient de le mentionner, j'accorde le piano au Centre Marcel Duluth. D'ailleurs, incidemment, c'est pas moi qui l'avais accordé à cette occasion-là. Et dans cette optique des choses-là, ça apporte une double confirmation, à savoir que c'est un secret de polichinelle que le piano qui a été acheté, c'était un très mauvais achat parce qu'il est en très mauvais état. Okay. Et donc, il n'y a rien à espérer, ni maintenant dans le futur pour ce piano-là. Il faut penser à acheter un nouveau piano, selon moi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une dépréciation énorme des prix des pianos. Donc, dans l'usager, on peut avoir quelque chose qui remettrait Saint-Bruno sur la map et pour peu de frais. Alors, ce serait quelque chose à considérer. Donc, je vous dis, à vue de nez, à peu près entre 10 et 12 000 $ pour avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est aussi bas que ça. Ah bon? Alors, ben voilà. Non, mais je suis content que vous nous apportiez cet élément-là aujourd'hui. Puis, je pense qu'on va le regarder de façon très attentive. Puis, on va essayer de trouver une solution le plus rapidement possible.
En fait, parce que c'est un peu l'œuf ou la poule, dans le sens que il y a pas de demande. Bon, les richards techniques à la salle Marcel Duzil me disaient, oui, on n'a pas de demande pour ça. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de piano non plus. Alors, à ce moment-là, s'il y avait d'abord un instrument un peu comme l'orgue qui a été construit à la salle symphonique à Montréal, à ce moment-là, non, mais ça, c'est une comparaison très, très exagérée, mais je veux dire, s'il y avait un instrument digne de ce nom, il y aurait une demande d'utilisation en rapport avec cet instrument-là. C'est juste qu'il n'y a pas de demande parce qu'il n'y a pas de piano. Alors, c'est carrément ça la situation. Bon, merci. Voilà. Puis, on en prend bonne note. Merci bien. Bonne fin de journée. OK. On va retourner maintenant à notre ordre du jour. Vous savez qu'il y a une deuxième période de questions qui suit à la fin. Donc, nous en sommes au point 6, dépôt de documents. Liste de mouvements de personnel. Nous allons passer très rapidement, là. Donc, si tu peux procéder, Michel. Donc, vous voyez, donc il y a deux tableaux. Il y en a un premier qui compte 19, et puis l'autre aussi, donc tout près d'une quarantaine au niveau des mouvements de personnel, d'ajouts de personnel, donc principalement du personnel temporaire ou du personnel de remplacement, donc des personnes qui sont en congé maladie, qu'il faut absolument remplacer parce que le poste qu'elles occupent est important. Deuxième élément, c'est le certificat de la greffière. Concernant la période d'enregistrement du règlement 2014-11, toujours la même séquence. Donc, vous avez 20 367 personnes qui sont habilitées à voter. Il y en a 516 qui étaient les demandes requises pour un scrutin référendaire. Est-ce que c'est ça? Je ne me trompe pas. Et puis, le nombre de demandes faites, autrement dit, il n'y a pas personne qui s'est présenté. Donc, ce qui veut dire que le certificat est accordé. Le point, les indicateurs de gestion. OK, ça, c'est un élément important. On n'en fera pas une présentation ce soir, parce que vous voyez, je vous incite à regarder sur le site Internet de la Ville de Saint-Bruno. Vous avez des documents qui sont envoyés au ministère à chaque année, qui complètent. En fait, c'est 3 documents. Vous avez le budget, vous avez aussi les états financiers, donc le rapport financier, et vous avez les indicateurs de gestion. Et donc, ça nous permet, depuis un certain nombre d'années, depuis, en tout cas Saint-Bruno, depuis 2006, si je ne me trompe pas, vous avez tous ces documents-là que vous retrouvez sur le site, et ça nous permet de suivre dans le temps l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs. En septembre prochain, ou plus tard, au début du mois d'octobre, nous avons l'intention, avec le comité consultatif des finances, d'organiser une rencontre d'information sur toute la question des finances municipales. On en a parlé la dernière fois, donc qu'est-ce qu'un budget, des rapports financiers, comment comprendre un peu tout ça, puis le rendre plus digeste. Et en même temps, on va introduire ces notions d'indicateurs-là. Un indicateur en soi ne veut rien dire si on ne le compare pas. Donc, ça veut dire que là, ce que vous avez, c'est bien sûr des indicateurs de gestion pour la ville de Saint-Bruno. Là où ça devient plus pertinent, c'est quand on peut le comparer avec d'autres villes, d'autres municipalités comparables. Donc, c'est un exercice qu'on va faire là, quelque part à la fin septembre, début octobre. Donc, on vous invite à participer à cette rencontre-là. Et pour le moment, vous en avez quelques-uns. Il y a un autre acétate aussi, une autre diapositive qui vous donne un peu plus d'informations. Donc, ce sont les principaux indicateurs. Vous voyez, ça touche différents domaines. Mais si vous voulez en savoir davantage, bien, on vous invite à aller voir le document qui est sur le site Internet de la Ville de Saint-Bruno. Voilà. Oui. Pour enchérir sur ce que M. Murray vient d'expliquer, 2 éléments très rapides pour vous indiquer que les indicateurs de gestion ont été déposés au comité consultatif des finances la semaine dernière, en fait. Donc, ils ont été discutés en long et en large pour voir la pertinence, comment ça peut être amélioré aussi, parce qu'on s'entend que ces indicateurs-là, ce sont les indicateurs minimaux qui sont requis par le MAMRO. Deuxième élément, justement, le MAMRO va collecter tous les indicateurs de chacune des villes une fois produits, puis ils vont les compiler et ça va être disponible sur le site Internet. On me disait à l'automne, autour de septembre. À ce moment-là, c'est facile d'aller chercher l'information et de pouvoir faire les comparatifs là, entre les villes comparables. Il y a vraiment des regroupements. Là. Alors, on peut tirer une information intéressante à partir de ça. Merci. Merci. Nous en sommes maintenant au point 7, donc le grand point 7. Il y avait le 7.1 qui sont les dossiers du conseil, il n'y en a aucun. Le 7.2, direction générale, il n'y en a aucun. Le 7.3, communication, aucun point, ça va bien. Hein? On est bien parti, je pense. 7.4, ressources humaines, aucun. 7.5, finances, donc Michel. Oui, alors très brièvement, comme à chaque mois, je vais vous présenter rapidement l'autorisation des chèques et des dépenses pour la période en cours. Alors, il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée le 22 mai 2014 pour un montant de 7 928 820 et 9 sous, incluant les charges salariales de 403 090 $ et 83 sous pour les périodes 19 à 21, ainsi que la liste des chèques émis pour une somme de 7 268 308 $ et 42 sous,
ainsi que la liste des paiements parmi débit direct de 257 420 et 74 sous. Vous voyez à l'écran un petit peu plus de détails. Dans le fond, la portion des chèques émis qui couvre, dans le fond, un gros montant. C'est évidemment le paiement de la quote-part à l'agglomération de Longueuil qu'on transmet. Donc, c'est la plus grosse portion, là, c'est 6,4 millions. On transmet un montant comme ça, je pense, de façon trimestrielle. Alors, c'est ce qui représente la plus grosse portion des montants qu'on approuve aujourd'hui. Pour le reste, c'est des transferts pour différents éléments d'administration interne. Là. On pense aux les paiements pour la caisse, pour le régime de retraite des cols bleus, des cols blancs. On a aussi les montants à payer pour les assurances collectives. Alors, c'est principalement ça. Au niveau des paiements directs, il y a différents montants, mais encore là, c'est beaucoup la rémunération qui est envoyée directement aux différents ministères. Donc, la part employé, la part employeur. Puis, on a aussi les montants pour Hydro-Québec, Gaz métropolitain. Et finalement, les salaires payés pour les différentes périodes pour 400 000. Alors, j'en fais la proposition. Qui appuie? Martin Guevremont. 7.6, donc aucun point. Nous en sommes maintenant au point 7.7, le 7.7.1. Il arrive. Donc, je vous en fais lecture. Il est résolu d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2014-024 déposée par M. Jacques Grisé, propriétaire pour réduire la large minimale de la porte d'accès à l'enclos intérieur pour les conteneurs de matières résiduelles de 3 mètres à 2,5 mètres, malgré l'interdiction libellée au 10e alinéa de l'article 179 du règlement de zonage URB-Z 2009 et la distance minimale entre un balcon servant d'issue et d'une ligne de terrain de 2 mètres à 0,3 mètres, malgré l'interdiction libellée au 7e alinéa B de l'article 193 du règlement de zonage URB-Z 2009 et pour ne pas exiger l'installation d'un tablier de manœuvre devant les portes d'un enclos pour conteneurs de matières résiduelles, malgré l'interdiction libellée au 11e alinéa de l'article 179 du règlement de zonage URB-Z 2009, et ce aux conditions énumérées à la résolution 140-521.11 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 21 mai 2014. Donc, qui propose? Monsieur le maire. Oui. C'est une dérogation mineure. Alors, il faudrait demander s'il y a quelqu'un... s'il y a quelqu'un dans la salle qui s'y oppose. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'oppose à cette dérogation, qui a des commentaires à faire? Vendu. OK, donc, M. Bédard, appuyé par Michel Archambault. Vous avez, c'est ça, vous avez l'information un petit peu visuelle. Là. Si vous voulez en savoir davantage, on prendra un peu de temps après la réunion pour vous l'expliquer. OK, donc, pardon? Nous en sommes au point maintenant 7.7.2, qui est en lien avec le point 7.7.1, donc plan d'implantation. Donc, attendez un petit peu, là. On va juste aller voir. Je retrouve le bon. Attendez un peu. Ça s'en vient. OK. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-026 déposée par M. Jacques Grisé, propriétaire, pour l'ajout d'une porte d'accès en façade du bâtiment pour l'air à déchets intérieur réfrigéré d'un balcon d'issue arrière et d'une structure camouflant la mécanique installée sur la toiture et l'élimination, le déplacement et l'ajout d'une porte d'issue arrière au 1443 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 140-521.10 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 21 mai 2014. Ça va? Une dérogation mineure, donc c'est la même chose? Non, ça va? Correct? Ça va? OK, donc, M. Bédard, appuyé par M. Guévremont. 7.7.3 maintenant. Il est proposé d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2014-030 déposée par M. Gérald Daigneault, propriétaire, pour réduire la distance minimale de 30 mètres à 10 mètres entre une habitation de la classe 3
agricole A et un bâtiment agricole situé sur la même exploitation agricole malgré le libellé de l'article 327 du règlement de zonage URB-Z 2009 et ce, aux conditions énumérées à la résolution 140-521.12 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 21 mai 2014. Donc, vous voyez, c'est simplement de déplacer, là, qui est un petit peu là, en biais, là, de la déplacer plus vers le centre. Donc, c'est un déplacement. Donc, on démolit la maison existante qui est actuellement... on nous a dit, à toute fin pratique, irréparable. C'est à peu près ça. Et donc, il va s'en construire une nouvelle, mais comme il reconstruit une nouvelle, bien là, il veut s'assurer que ça soit fait en conformité avec le terrain. Ça va? Est-ce qu'il y a une... dans la salle? Pas de commentaires. Ça, c'est au sud 116, donc c'est le Grand Boulevard Ouest. Donc, qui propose? Isabelle. Qui appuie? Martin Guévremont. 7.7.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-017 déposée par Mme Manon Desormeaux de Médiagraphe pour et au nom de la société en commandite 1400 de l'Everest, donc la crêperie Saint-Bruno, pour l'installation d'une enseigne murale et le remplacement du panneau d'acrylique d'une enseigne murale existante au 1485 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 140-521.6 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de ses réunions tenues le 21 mai 2014. Donc, vous voyez, c'est la crêperie Saint-Bruno qui remplace, en fait, qui est le nouveau locataire du restaurant, là, où on avait précédemment le restaurant du Camille. Donc, c'est maintenant à côté de l'île du Émile, là, c'est maintenant une crêperie. Et ça, c'est l'enseigne qu'ils devraient installer au cours des prochaines semaines. Donc, qui propose? Jacques Bédard. Qui appuie? Isabelle Bérubé. 7.7.5. Donc, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-022 déposée par M. Stéphane Darvaux, propriétaire pour la modification de l'aménagement paysager existant au 16-17 rue des Mésanges, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 140-521.8 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 21 mai 2014. Donc, vous voyez, ça, c'est au sommet Trinité. Le monsieur, ce qu'il va faire, il fait un aménagement paysager derrière sa demeure. Il n'y a aucun arbre qui est coupé, simplement, il va faire un aménagement en palier. Et s'assurer, en fait, ça va aussi renforcer là, ce secteur-là. Donc, il y a simplement un aménagement qui va être respectueux de l'environnement dans lequel il se retrouve, mais en même temps qui va comme un peu sécuriser les lieux. Voilà. Ça fait que... Qui propose? Qui propose? Isabelle, appuyée par Martin Guévremont. Ça va? Nous en sommes maintenant au point 7.7.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2014-027. Donc, il est proposé d'approuver la demande de PIA 2014-027 déposée par Mme Julie Malouin pour et au nom de la société 8262-3149 Québec Inc. Ça vous dit quelque chose? Pour la modification de l'emplacement de 2 portes et d'un avant-toit, ainsi que la couleur de la brique et de l'aluminium du PIA 2010-002 du bâtiment situé au 1410 rue O4, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 140-521.7 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 21 mai 2014. Vous voyez ce qui avait été avalisé en 2010 et puis la modification qui a été demandée en 2014. C'est le déplacement de l'entrée. Qui propose? Jacques Bédard. Qui appuie? Michel Archambault. 7.7.8. 7.7.7. Vous avez raison. Parce que je voyais apparaître à l'écran le 7.7.7, on était déjà là. Bon. OK. Il est proposé d'approuver la demande du PIA 2014-028 déposée par Quanta Architecture pour et au nom de la société 9257-2437 Québec Inc. Ça aussi. Pour la modification des façades sur rue du bâtiment principal situé au 1700 rue Montarville, et ça aux conditions énumérées à la résolution 140-521.9 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 21 mai 2014. Donc, est-ce que vous l'avez reconnu? Ah, c'est ça. Donc, il y avait eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu une présentation qui avait été faite ultérieurement, puis on a décidé de modifier à ce moment-là. Donc, c'est pas le même, c'est IGA toujours, mais c'est une autre bannière, je présume. Donc, qui propose?
Jacques Bédard, qui appuie? Michel Archambault, ça va. Maintenant, le 7.7.8, adjudication d'un contrat de collecte et de transport de déchets. Isabelle, je te laisse la place. Je te prends par surprise, hein? Oui. OK. Oui, on va en parler. Alors, il est proposé d'adjuger le contrat de collecte et de transport de déchets et de résidus verts en retenant l'option A. Là, je vous expliquerai c'est quoi. Pour la collecte et le transport des déchets, l'option B pour la collecte et le transport des résidus verts au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la société 9064-30-332 Québec, mieux connue sous le nom de JR Services sanitaires, pour un montant total approximatif de 3 289 713,79 $, incluant les taxes nettes, et ça pour une durée de 3 ans, à savoir du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec 2 options de renouvellement d'1 an, le tout tel qu'est la paire de l'appel d'offres APP-SP-14-20. Alors, la nouveauté à cet effet-là, bien, d'abord, vous voyez que ça coûte très cher, ramasser des déchets. Hein? Faut être, mais c'est une amélioration par rapport au précédent contrat parce qu'il y a une économie de 17 % par rapport aux précédentes collectes. Et l'autre grand changement, c'est qu'il va y avoir la collecte des résidus verts le lundi, ce qui va permettre aux citoyens qui nettoient leur cours la fin de semaine de voir leur sac collecté le lundi. Ça permet donc d'avoir une ville plus propre. Il y avait des frais supplémentaires et on a décidé d'aller de l'avant quand même avec ça, de 10 000 $ de plus pour collecter le lundi. Les changements sont à partir de janvier 2015, donc il y aura des communications aux citoyens là, en décembre. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, donc par rapport au prix de 2014, il y a une économie globale quand même assez substantielle, et malgré le fait qu'on ajoute un élément additionnel, donc une collecte le lundi plutôt que le vendredi. Et on a aussi, vous les inciterai peut-être à lire les derniers paragraphes, là, où on parle d'éléments qui pourraient être intéressants, parce que maintenant, tout ce qui s'appelle les gros morceaux, là, c'est plus à l'éco-centre maintenant que ça va se passer. Avant, on mettait son réfrigérateur sur le coin de la rue, et puis évidemment, ça se ramassait dans le bac à ordures, dans le gros bac à ordures motorisé, et puis ça se retrouvait dans l'enfouissement. Maintenant, ce n'est plus possible. Oui, en fait, la collecte va être le mercredi maintenant. Les petits ajouts là, pour les froids, tout ce qui contient des allocarbures, là, ça va être collecté et disposé d'une meilleure façon qu'avant. Alors, on va rejeter, c'est-à-dire qu'on va collecter les gaz pour pas... en fait, vous savez, c'est des gaz qui sont très dommageables pour la couche d'ozone. Et là, ils vont être transportés jusqu'à l'éco-centre, puis ensuite dans un centre qui va en disposer correctement. Donc, qui propose? Isabelle, je présume. Qui appuie? Jacques Bédard. Le point 7.7.9, adjudication d'un contrat de définition d'un concept général. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat de définition d'un concept général et de paramètres pour l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur Sud 116 à l'organisme Vivre en Ville pour un montant approximatif de 45 553 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il apparaît de l'offre de services reçue le 14 avril 2014. Bon. Quelques précisions. On est en révision de notre plan d'urbanisme. Donc, l'exercice commence. Il a déjà commencé. On a déjà planifié un certain nombre d'étapes. Et la révision va s'étendre, en fait, à l'automne. Au mois d'octobre, il y a des rencontres de vision stratégique. Donc, on va demander aux citoyens d'être présents pour, bien sûr, regarder ensemble à quoi on voudrait que notre ville ressemble à un horizon de 2035. Et il y a 3 plans particuliers d'urbanisme qu'on va de façon plus spécifique là, colorer. Là. Et donc, vous avez le Sud 116, parce que vous avez actuellement une zone qui est identifiée résidentielle. Vous avez aussi le centre-ville et vous avez les promenades Saint-Bruno. Donc, ce soir, c'est une première décision. Ce qu'on fait, c'est qu'on accorde à Vivre en Ville, qui est un expert dans le domaine. Donc, c'est pas
on ne définit pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan d'urbanisme comme tel par rapport à ce dossier-là, c'est simplement une lecture de ce qu'on pourrait faire, de telle façon que quand on va se voir au mois d'octobre, qu'on puisse avoir au moins une information par rapport à ce dossier-là et aussi par rapport aux 2 autres PPU, entre autres au centre-ville. Donc, regardez ce qui se fait par rapport à ce genre de développement-là, parce que l'objectif, c'est bien sûr dans une vision d'écocité ou ce qu'on appelle maintenant des communautés viables. Donc, c'est dans ce contexte-là. Et vous voyez un petit peu les différentes étapes. Donc, c'est une première démarche donnée à Vivre en Ville, qui est un organisme à but non lucratif. Donc, ce n'est pas une entreprise à but lucratif, c'est un organisme à but non lucratif qui est intervenu à beaucoup de reprises dans différents endroits et qui a une bonne expertise dans ce domaine-là. Ça va? Donc, qui propose? Je propose. Madame Bérubé, qui appuie? Madame Archambault, ça va? OK. Le point 7.7.10, autorisation de signature de servitude de stationnement. On est rendu là, Mme Guévremont. Il est proposé d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité et à titre d'intervenant à la servitude consentie par la Caisse des Jardins du Mont-Saint-Bruno en faveur du Centre d'action bénévole des Petits Bonheurs de Saint-Bruno pour permettre le passage, l'accès, l'entrée et la sortie, ainsi que le stationnement sur 5 espaces de stationnement pour tout véhicule, piéton, locataire, sous-locataire, cessionnaire, employé, agent, constructeur, client et invité. Si vous avez d'autres choses, vous pouvez nous le dire. Sur les allées de circulation, les aires de stationnement, les entrées et sorties déjà érigées ou à être érigées sur le terrain de la Caisse des Jardins du Mont-Saint-Bruno, provenant de et donnant sur les voies publiques attenantes. C'était une condition, ça, de cette servitude-là, pour permettre justement l'agrandissement du Centre d'action des Petits Bonheurs. Donc, la Caisse des Jardins a acquiescé, donc tout simplement aujourd'hui, bon, on avalise le tout. Qui propose? À moins que vous ayez besoin d'informations additionnelles. Ça va. Donc, Martin Gavremont propose. Qui appuie? Jacques Bédard. Ça va. OK. Le 7.7.12. Parce qu'il y avait un point 7.7.11, mais il a été retiré de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'approuver la promesse d'achat déposée par la société Vauclin 2 Incorporée pour une partie du lot, 5 344 479. Monsieur Lapointe, pour vous, c'est le terrain qui est parallèle, qui est juste à côté du terrain de Maple Hammer. Ouais. D'une superficie approximative de 18 375 mètres carrés, et ce, aux conditions mentionnées à l'annexe de la promesse d'achat intervenue entre cette dernière et la municipalité, le tout sous réserve du retrait de l'offre de premier refus devant être exercée par la société Solutions d'alarme incendie Maple Armor Canada, Inc., sur ce même terrain, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de vente, le projet de lotissement et tout autre document afférent pour conclure la transaction. Quelques informations additionnelles. Sur ce terrain-là, on envisage de construire 2 bâtiments de 3 étages, donc 9 500 pieds carrés par étage, ce qui veut dire au total à peu près 28 500 pieds carrés. Et c'est deux bâtiments qui vont être d'abord et avant tout pour des bureaux professionnels et d'affaires. Donc, c'est, comme j'ai dit, voisin de Maple Armor. Ça va? Donc, qui propose? Jacques est appuyé par Martin Guévremont. Ça va? Nous en sommes maintenant au point 7.7.13, nomination des membres du comité consultatif d'urbanisme. On a reçu, je pense, 24 candidatures au total. Un comité de sélection s'est réuni et finalement, à partir, bien sûr, des curriculum vitae qui nous avaient été soumis et puis de la rencontre avec les personnes, bien, finalement, ce sont ces personnes-là qui ont été choisies, étant entendu que les sièges numéro 1 et numéro 2, ce sont des conseillers. Puis on en avait parlé à une des réunions précédentes, c'est que pour assurer justement une meilleure coordination entre l'environnement et l'urbanisme, actuellement, il va y avoir un élu qui va représenter l'urbanisme et un élu qui va représenter l'environnement. Donc, Isabelle Bérubé, elle est l'élu qui est relié au comité consultatif d'environnement et Marie-Lou est le comité consultatif d'urbanisme. Et s'ajoute à ça 7 personnes, donc 7 citoyens, qui ont été choisis en fonction de leur qualité, de leur expérience et de leur expertise. Et nous vous les soumettons ce soir. Donc, je les nomme Frédéric Boilly, Michel Duret, Fanny Cardin-Pilon, Paul Saint-Amand, qui va agir comme président, Robert Paré, Laurence Dagenet-Larouche et Nadia Serly.
En plus, pour agir comme secrétaire, évidemment, une personne qui est à l'emploi de la Ville, donc on parle du chef de division urbanisme, permis et inspection, et en cas d'absence de ce dernier, serait remplacé par le directeur adjoint du développement urbain. Donc, qui fait la proposition? Si vous me permettez, M. Murray, j'aurais un commentaire avant que vous passiez au vote. Comme je l'ai dit en session de travail, sans préjuger de la compétence des nouveaux membres qui sont proposés ce soir, je déplore le fait que parmi les anciens membres du CCU, il y a quand même 3 personnes qui avaient posé de nouveau leur candidature. Et je trouve ça regrettable qu'on ait retenu une seule candidature parmi les anciens membres. Vous l'avez dit vous-même, on est dans un contexte de révision du plan d'urbanisme. Tout ça, on doit mettre le plan d'urbanisme en concordance avec le nouveau schéma d'aménagement et de développement de la ville de Longueuil. Et je pense un meilleur équilibre entre l'expérience et les nouvelles compétences aurait, à mon sens, mieux garanti une certaine continuité historique, si vous voulez, au niveau de la réglementation. Je trouve dommage que l'expertise de gens qui ont travaillé bénévolement depuis plusieurs années ait été mise de côté de cette façon-là. Un seul membre retenu sur les anciens. Je pense que sur 7 membres, on aurait pu avoir un meilleur équilibre, soit 2 anciens, 5 nouveaux, ou 3 anciens, 4 nouveaux. Je pense que ça aurait garanti effectivement la continuité historique. En réglementation, c'est pas mauvais des fois de savoir ce qui s'est passé avant puis quelles ont été les réflexions qui ont amené à des modifications de la réglementation au cours des ans. Alors, on reçoit votre commentaire, que j'avais à faire. On reçoit votre commentaire, Mme Hudon. Je peux vous dire que ça a été fait en fonction, comme je l'ai dit, de l'expérience, de la qualité des personnes. Ça ne préjuge en rien de celles qui quittent, mais je pense que ce comité-là va être à la hauteur de nos attentes par rapport aux défis que nous avons à relever au cours des prochains mois et je vous dirais de la prochaine année et demie. Et c'est dans ce contexte-là que ça a été fait. C'est qu'on reçoit vos commentaires, mais on propose ce qui suit. Monsieur Guévremont, vous avez un commentaire? Oui, juste avant de passer au vote. Moi également, je suis en fait très à l'aise avec les choix qui ont été faits. Encore là, je rejoins et Mme Hudon et M. Murray. Ce n'est pas nécessairement en rapport avec les individus précédents, mais il reste qu'il y a eu 22 candidatures. C'est quelque chose de surprenant. Et lorsqu'on regarde les résumés, parce qu'on nous a fait part des 10 candidats qui étaient, disons, finaux, puis par la suite, on en a discuté lundi dernier lors de la session de travail. À l'intérieur de ces nouveaux candidats-là, considérant le fait qu'il y avait un poste vacant au CCU depuis 2 ans et que ces gens-là ne s'étaient pas nécessairement exprimés ou offert leur service, le fait qu'il y a un engouement actuellement, et encore une fois, on regarde le pédigree des gens qui sont retenus, c'est quelque chose. Et puis, je peux ajouter en disant qu'on a eu notre premier comité consultatif de l'éthique et de la gouvernance, et puis tous ces nouvelles personnes-là qui, eux aussi, se sont portés volontaires pour vouloir contribuer, ils ne l'ont jamais fait. Ça a été une première rencontre extrêmement positive. Et puis, on le voit là, je veux dire, le talent qui existe à Saint-Bruno est définitivement très intéressant. Et puis, j'ai aucune hésitation à appuyer la résolution. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires de d'autres personnes? Oui, M. Bessner. Oui, très brièvement, simplement pour rejoindre l'idée de Mme Hudon. Je pense que la mémoire corporative est très importante pour toute organisation et compte tenu que certains membres sont élus pour seulement 1 année, jusqu'en juin 2015, je pense qu'on aurait pu profiter de leur expérience et de leur connaissance passée. Alors, je vais voter pour, je vais appuyer, mais avec réserve et verbalement, je voulais exprimer que on aurait pu utiliser plus les ressources des gens qui étaient en place. Merci. Merci, M. Bessner. D'autres commentaires? Ça va. Donc, on est prêt finalement à faire une proposition. Qui fait la proposition? C'est M. Guévremont, appuyé par
Monsieur Jacques Bédard. OK. Normalement, lors de la prochaine séance du conseil municipal, on devrait être en mesure de proposer le nouveau CCE. En tout cas, on va essayer. Je sais qu'actuellement, on a au-dessus de 20 quelques candidatures aussi. Puis le comité mobilité, on est rendu maintenant à 15 ou 16. Donc, effectivement, il y a un engouement certain pour les différents comités de la ville, ce qui est, pour nous autres, évidemment, des pointures, là, je vous dis, assez costauds. OK, ça va. Donc, on est rendu maintenant au point 7.8. Greffe et contentieux, aucun. Travaux publics, aucun. Génie, 7.10.1. Adjudication d'un contrat de travaux, là. Donc, il est proposé d'adjudiquer le contrat de travaux pour la réfection des talus sur le rang des 25 au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la Société Construction DJL Incorporée, selon les montants unitaires soumis pour un montant approximatif de 58 547,31 $, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres GEN-2014-11. Bon, c'était des travaux qui étaient rendus nécessaires parce que vous voyez, il y a quand même eu des glissements dans cet endroit-là, au niveau des fossés. Ça avait pour effet au niveau du fond des fossés, avec ces glissements-là, bien évidemment, il s'est ajouté de la terre, ce qui fait que ça a causé des problèmes de drainage. Qui propose? Michel Archambault. Qui appuie? Isabelle Bérubé. 7.10.2, adjudication d'un contrat de travaux pour la construction des infrastructures. Donc, il est proposé d'adjuger conditionnellement à l'obtention du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de l'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, le contrat des travaux pour la construction des infrastructures de la placette René Descartes au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la société Bertrand Mathieu Limitée, selon les prix unitaires soumis pour un montant approximatif de 191 589,96 $. Vous voyez que c'est approximatif, incluant les taxes nettes, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres GEN-2014-04. Bon, tout ça, tous ces travaux-là, c'est l'autre côté de la Sancerre, donc c'est dans l'écoparc. C'est des investissements majeurs que l'on fait, là. Pardon? J'ai dit quoi, de la Sancerre? Ah, c'est parfait. De l'autre côté de la 30. Je m'en excuse si je vous ai induit en erreur. Donc, effectivement, c'est l'autre côté de la 30, c'est dans l'écoparc, donc on fait des investissements majeurs parce que vous voyez, il y a un intérêt, il y a un engouement pour les entreprises pour s'installer dans ce secteur-là. Donc, qui fait la proposition? Jacques Bédard, qui appuie Michel Archambault. Le point 8, maintenant, les avis de motion, projet de règlement et règlement. 8.1. Adoption du règlement URB de Z 2009-028. Il est proposé d'adopter le règlement URB Z 2009-028, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de remplacer les normes relatives aux enclos pour conteneurs de matières résiduelles et de modifier les normes relatives au remisage et à l'entreposage de véhicules, ainsi que celles relatives aux matériaux de recouvrement d'une aire de stationnement telles que présentées avec dispense de lecture. C'est un dossier dont on vous a parlé la dernière fois. Le petit ajout, c'est qu'on a fait passer de 8 mois à 10 mois là, la durée d'entreposage. C'est bien ça? OK. Parce que je vois pas aussi... parce que je pense que c'est le seul changement par rapport à la fois précédente. Donc, qui propose? Jacques. Qui appuie? Martin Guevremont. Un avis de motion, M. le maire. Juste un... Excusez-moi. Je suis déjà assez mêlé comme ça, Mme Tousignan. Oh, avec les projets de règlement. Là, on est rendu au point 8.2. Là, c'est... Tenez-vous bien. C'est... adoption du second projet de règlement. Donc, il est proposé d'adopter le second projet de règlement URB-Z 2009-029, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de permettre une conception partielle d'une aire de stationnement minimale réglementaire lors de la construction d'un nouveau bâtiment industriel ou d'un agrandissement d'une suite à même la zone IA 385 constituant l'écoparc industriel tel que présenté avec dispense de lecture. Ça aussi, on en avait parlé la dernière fois ou dans les fois précédentes. Qui propose? Martin, qui appuie? Isabelle Bérubé. Bon. 8.3. Adoption du règlement URB-Z 2009-030. Donc, il est proposé d'adopter le règlement URB-Z 2009-030, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin d'ajouter le verre trempé
comme matériaux autorisés lors de la construction d'une clôture dans les zones du groupe Habitation H, tel que présenté avec dispense de lecture. Autre sujet dont nous avions parlé les fois précédentes. Qui propose? Jacques Bédard, qui appuie? Isabelle Bérubé. 8.4. Bâtiment intégré, donc il est proposé d'adopter le règlement URB-Z 2009-031 modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin d'autoriser la réalisation de bâtiments sous forme de projet intégré à même la zone IA-584 telle que présentée avec dispense de lecture. On a présenté le concept aussi la dernière fois, donc là on est à l'étape de l'adoption du règlement. Qui propose? Jacques Bédard, qui appuie? Michel Archambault. 8.5. Adoption des règlements URB-Z 2009-032. Il est proposé d'adopter le règlement URB-Z 2009-032 modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin de supprimer l'exigence que les enseignes murales soient installées au-dessus de l'entrée publique d'une suite dans la zone CB-255 telle que présentée avec dispense de lecture. Pour votre souvenir, c'est concernant les promenades de Saint-Bruno. C'est essentiellement là que ça s'applique. Donc, on en avait aussi parlé la dernière fois. Donc, qui propose? Jacques Bédard, qui appuie? Michel Archambault. Le point 8.6, second projet de règlement. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement URB-Z 2009-033, modifiant le règlement de zonage URB-Z 2009 afin d'autoriser un maximum de 3 allées d'accès donnant sur la même rue et un maximum de 10 espaces de chargement-déchargement pour un projet intégré situé dans la zone industrielle IA 584, tel que présenté avec dispense de lecture. C'est le même espace dont on vous montrait tout à l'heure, qu'on vous montrait tout à l'heure au point 8.4. Donc, c'est... Qui propose? Jacques Bédard, qui appuie? Michel Archambault. 8.7. Avis de motion d'un règlement concernant l'utilisation des armes et des matières explosives. Qui donne avis de motion? Vas-y, Martin, je ne te pas. Ça me ferait plaisir de me porter volontaire. Merci de m'avoir nommé. Alors, je donne l'avis de motion d'un règlement concernant l'utilisation des armes et des matières explosives et d'un règlement concernant l'utilisation des armes et de matières explosives. Pour votre bénéfice, la prochaine fois, donc, on va... T'as bien fait ça? Restez assis. Et donc, ce que vous voyez, c'est à l'écran, c'est-à-dire que c'est uniquement pour se conformer là, à une demande du parc Mont-Saint-Bruno, parce que en rétrocédant la tourbière, c'était une zone de chasse auparavant, où on pouvait utiliser les armes à feu. Ça fait que là, on a demandé de modifier notre règlement de telle façon qu'on ne puisse plus chasser dans ce territoire-là. Et c'est étonnant, quand j'ai vu ça, je ne savais pas on pouvait se promener à Saint-Bruno avec des armes à feu. Et vous voyez, les A, B, C, c'est des territoires où on peut chasser. Fait qu'à l'automne, là, promenez-vous pas là. Ouais. Et donc, on vient de soustraire, c'est que la prochaine réunion, on va adopter le règlement modifié. Ça va? Maintenant, sujet d'agglomération, rapport du maire concernant les décisions prises lors de la dernière séance ordinaire de l'agglomération du 29 mai 2014 de cas échéant. Aucun. Tu peux tourner. Et puis, sujet à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 12 juin 2014, il y a une série de diapositives qu'on peut vous faire dérouler. Là. Il y a une seule sur laquelle qu'on ne coche pas positif, tout simplement parce que ça ne nous concerne pas. Donc, quand on parle d'eau potable, évidemment, là, on est ailleurs. Donc, c'est le CA-1406-12-1.23. C'est pour l'exécution des travaux électriques au centre d'épuration Rive-Sud. Comme nous, on a notre propre centre, la régie intermunicipale des eaux avec Saint-Basile. Mais tout ce qui concerne ces contrats-là, bon, on n'a rien à dire puisqu'on n'est pas partenaire dans ce dossier-là. Pour le reste, tout est favorable. Donc, ça, c'est la séance du conseil municipal, du conseil d'agglomération de jeudi prochain. Ça fait que si vous avez un peu de temps libre, vous pouvez venir faire un tour, ça va nous faire plaisir. C'est pas très long. On est rendu maintenant aux affaires nouvelles. Donc, est-ce qu'il y a des affaires nouvelles? Il n'y a pas d'affaires nouvelles? Ça me prend juste... Il faut l'adopter. Ah ben oui, toujours la même chose. Donc, qui propose?
Martin Guévremont, appuyé par Michel Archambault. Puis je vous ai laissé une chance. Là. Je vous ai laissé une chance pour... On est rendu maintenant à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à tout ce qui a été discuté, oui, monsieur. Petite question. Au micro. André Mart. Lors de l'adoption de collecte des déchets, oui, on constate une baisse de 20 %. Oui. Le prix de l'essence étant son plus haut, puis les salaires n'ayant pas diminué, est-ce qu'on payait beaucoup trop cher avant ou c'est quoi l'explication? C'est beaucoup 20 de diminution. Mais je vous dirais que tous les appels d'offres qui ont été faits autant à Montréal que dans l'agglomération de Longueuil, que maintenant à Saint-Bruno, là, au cours entre 2014 et 2015, effectivement, il y a des baisses quand même assez marquées. Généralisées. Tirez vos propres conclusions. Charles Bonneau. Je n'irai pas plus loin. D'autres questions, d'autres commentaires? Ça va. Donc, on est au point maintenant 12. Période d'intervention des membres du Conseil de ville. Ça ne bouge pas. Allez-y. Est-ce que vous avez des interventions? Moi, j'aimerais ça remercier les 80 personnes qui se sont déplacées pour venir assister à la soirée d'information sur le plan de conservation des milieux humides. Il y aura une autre en fait, la consultation publique se tiendra le 17 juin. On attend donc les mémoires. Tout le monde est invité, bien sûr, à venir assister à cette prochaine soirée, au même endroit, au chalet Marie-Victorin. D'autres interventions? À 19h. Allez-y, oui. Je peux bien y aller. Alors, bonsoir. Je voudrais offrir mes félicitations au comité organisateur sous la présidence de Lise Lucier là, pour le relais pour la vie qui s'est tenu vendredi soir dernier, dans la nuit de vendredi à samedi. Alors, tous les participants ont ramassé la somme de 128 000 pour la Société canadienne du cancer. Alors, c'était le 10e anniversaire du relais. Et encore une fois, une très, très belle organisation, vraiment présidée de main de maître par Mme Lucier. Alors, bravo à tous ces gens-là qui se sont impliqués. Et puis, je voulais aussi, suite aux commentaires de Mme Bérubé, offrir mes félicitations au groupe Hémisphère qui a fait la présentation très intéressante la semaine dernière sur le plan de conservation des milieux humides. C'est un mandat qu'ils avaient reçu en avril 2013 et vraiment, je pense que ce sont des gens qui se sont avérés très professionnels et qui ont fait une excellente présentation aux citoyens. Alors, ceux qui étaient là on peut en profiter. Et puis pour les autres, bien évidemment, c'est sur le site de la Ville. Alors, c'est un document qui pourra intéresser M. Lapointe, possiblement, et bien d'autres documents fort intéressants. Alors, voilà. D'autres interventions? M. Bester? Oui, brièvement. Samedi, c'était la fête des voisins. Il y en avait 5 fêtes en tant que telles dans Saint-Bruno. J'avais été invité dans mon district sur la rue Montarville, pas la rue Montarville commerciale, mais la rue résidentielle. Et j'y suis allé, comme on dit, pour faire un tour, une demi-heure, et puis finalement, je suis resté 3 heures. Alors, c'était une fête très bien réussie et digne de mention. Alors, merci. J'ajouterais simplement à ce que vous dites, M. Bestin, je pense qu'effectivement, c'est une bonne initiative et ça serait bien que, parce qu'on en avait juste 5 cette année, on espère que l'année prochaine, on va doubler ou tripler. Je pense que c'est une belle initiative, ça permet aux gens de se rencontrer. Fait que c'est à mousser très, très fort pour les prochaines années. Autre intervention, oui, M. Bédard. Dans un premier temps, j'aimerais remercier les Montarvillois d'être si stimulés par les différents comités pour lesquels on leur demande d'appliquer puis de venir participer à leur ville. Étant donné que, comme vous l'avez entendu tantôt, ça faisait 2 ans que le seul comité qui est régi obligatoire par la loi, il y avait un absent depuis 2 ans. Il n'avait pas été capable de trouver de personne. On a au-delà de 22 personnes juste pour ce comité-là. Comité de mobilité, plein de monde a appliqué. Développement économique aussi. Je vous dirais, enfin, l'ensemble des comités, moi, je suis extrêmement surpris et satisfait de voir l'intérêt que les gens... Puis les gens répondent à l'appel. On vous a demandé de vous impliquer, les gens répondent. C'est fantastique. Je voudrais juste faire un petit retour pour les gens qui sont venus, les 70 personnes qui sont venues pour les problèmes du RTL. Juste pour dire que c'est long un peu, mais il y a des solutions extrêmement intéressantes qui s'en viennent.
et ils sont conformes à ce qui a été suggéré par la population qui était présente ici. Alors, on attend juste là, que ça passe au conseil d'administration du RTL pour être appliqué. Puis bon, les horaires de chauffeurs, etc. Là, mais incessamment, sous peu, même peut-être avant, on va avoir des changements à la satisfaction des usagers. Je voudrais aussi juste apporter un petit commentaire rapide. On est dans tout le monde le dit, on le lit dans tous les journaux, le développement économique de la province de Québec est au ralenti. Et avec les nouvelles relations que nous avons avec Développement économique Longueuil, c'est drôle que chez nous, ça se bouscule au portillon pour venir s'implanter à Saint-Bruno. Alors, je veux remercier les gens de Dell qui ont bien compris le message qu'on leur a passé puis qui redoublent d'efforts pour recruter des entreprises qui ont manifestement de l'allure puis pas juste des fonds à dépenser chez nous, là, mais des entreprises de qualité à implanter chez nous. Merci, M. Bédard. D'autres interventions? Ça va. Bon, peut-être une petite dernière, je ne veux pas étirer les choses indûment. Hier, j'ai eu l'occasion de participer, d'être présent, en fait, d'être sur place, pas de courir, parce que malheureusement, je suis dans une cheville qui ne me permet plus de courir. J'ai déjà couru beaucoup quand j'étais plus jeune, mais hier, c'était la Grande Virée des Sentiers. Et c'est un événement qui est très peu connu des Montarvillois. Pourtant, ça se déroule dans le parc du Mont-Saint-Bruno. C'est une très grosse organisation. On m'a dit que c'était la 3e plus grosse course au Québec. Et c'est du 1 km, du 5 km, du 10 km, du 20 km. Et c'est une fête familiale assez fantastique. C'est une très, très, très grosse organisation. Et ça serait aussi... Puis je rejoins ce que disait mon collègue Jacques tout à l'heure. Je pense qu'à Saint-Bruno, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce qu'il faut, c'est de mettre tout ça ensemble et de faire en sorte que ça fasse un tout et que les gens comprennent qu'il se passe des choses extrêmement intéressantes à Saint-Bruno, que ce soit le relais pour la vie. Vendredi soir dernier, on a ramassé 128 000 $. Ça n'a pas été facile, mais quand même, on a battu l'objectif, puis aussi, on a dépassé ce qu'on avait atteint l'année dernière. Donc, je pense qu'il y a une volonté des Montarvillois aussi d'être, je dirais, de s'inscrire dans une mouvance qui est une mouvance d'améliorer les choses, faire en sorte que notre collectivité devienne plus performante, meilleure. Et c'est dans ce contexte-là que nous autres, on veut travailler. Donc, puis comme je rejoins ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est que oui, il y a beaucoup de projets qui nous sont soumis. On a l'embarras du choix au niveau économique. Et puis, c'est sûr qu'actuellement, on est en révision du plan d'urbanisme, donc on a un petit peu les pieds sur les freins parce qu'on ne veut pas prendre de mauvaises décisions. Mais aussitôt que ça va être terminé, on peut vous garantir que ça va être par centaines de millions que les investissements vont venir à Saint-Bruno. Donc, c'était le message que je voulais vous laisser ce soir. Et merci d'être présent, tout le monde. Levée de l'Assemblée. Donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Martin, appuyé par Michel Archambault. Merci à tous et bonne fin de journée. Alors, je suis rendue.